président sortant de Djibouti a été réélu ce vendredi avec 98,58% des voix pour un cinquième et théoriquement dernier mandat. C'est ce qui ressort des résultats officiels provisoires proclamés par le ministère de l'Intérieur. Le commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit consterné vendredi par la résurgence des violences au Darfour Ouest entre la tribu al-Massalite et les tribus arabes. Il a réclamé une enquête indépendante. L'historien français Vincent Duclercq a remis vendredi une copie de son rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis de 1994 au président Paul Kagame. C'est à Kigali, 27 ans jour pour jour après le début du génocide. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Nous sommes le 10 avril. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le président sortant de Djibouti a été réélu ce vendredi avec 98,58% des voix pour un cinquième et visiblement théoriquement dernier mandat. C'est ce qui ressort des résultats officiels provisoires proclamés par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Tchek. Reportage. Avec 167 535 voix, soit 98,58% des voix, le président Ismaël Omar Guelleh est réélu pour un cinquième mandat de 5 ans. Tels sont les résultats provisoires du scrutin présidentiel de ce 9 avril. Ces résultats ont été donnés dans la nuit de vendredi à samedi à la télévision publique RTD par le ministre de l'Intérieur Mohamed Ahmed Tchek. Ce dernier a précisé que les résultats définitifs seront prochainement donnés par le Conseil constitutionnel. Âgé de 73 ans, Ismaël Omar Guelleh se présentait pour un cinquième et théoriquement dernier mandat face à Zakaria Ismail Farah. L'homme d'affaires de 56 ans, fraîchement débarqué en politique et dont les chances de victoire semblaient maigres, a obtenu moins de 5000 voix. Plus tôt dans la soirée ce vendredi, le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a annoncé sur Facebook que la participation dépasserait les 77% contre 68% en 2016. Les quelques 215 000 électeurs inscrits sur une population totale de 990 000 personnes étaient invités à se rendre dans l'un des 529 bureaux de vote du pays, en majorité situés dans la capitale Djibouti, ville. Toujours ce vendredi en fin de journée, Ismail Farah n'avait été vu dans aucun bureau de vote. Ça ne sert à rien mon vote, ni les votes de 80% du peuple djiboutien, a-t-il écrit plus tôt dans un message sans donner plus d'explications. Dans un second message, l'homme d'affaires a vivement critiqué l'absence de ses délégués dans les bureaux de vote, semblant suggérer qu'ils avaient été empêchés d'entrer. Mais le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Ahmed Tidiane Souaré, a déclaré à la presse à la mi-journée que son équipe n'avait pas rencontré de délégués de l'opposant dans les bureaux de vote visités, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une obligation. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante sur les troubles de début mars. Il s'agit des plus graves troubles que ce pays, réputé pour sa stabilité, est connu depuis des années. Reportage. Accusé par l'opposition d'être responsable de la mort d'au moins 13 personnes, tuées selon elle dans la répression de la contestation, les autorités sénégalaises ont annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante sur les troubles. La commission sera ouverte à l'opposition et à la société civile. Elle déterminera les responsabilités et la présence ou non d'hommes nommés dans les rangs des forces de sécurité ou de forces occultes au sein de la contestation. Les instructions données par le président de la République, Macky Sall, c'est qu'il ne faudrait pas tirer sur les manifestants. Et cela n'a pas été fait. Ailleurs, on se dit qu'on peut s'en prendre immédiatement aux manifestants en tirant, surtout que les armes sont là, ils sont à leur disposition. C'est pourquoi, contrairement à cette affirmation, à cet assassin, à cette accusation, nous disons que les forces de l'ordre ont fait preuve de tenue. Nous voudrions rétablir les faits. Nous l'avons dit, notre part de vérité. Et pour cela, le gouvernement du Sénégal annonce la mise sur pied d'une commission indépendante et impartiale
pour rétablir toute la vérité. Dans un document publié ce jeudi, le gouvernement a pour la première fois évoqué le chiffre de 10 ou 13 morts et 400 blessés, dont 100 membres des forces de sécurité. Des organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch ont dénoncé un usage excessif de la force par les policiers et les gendarmes, le recours à des tirs à balles réelles ainsi que la présence, aux côtés des forces de l'ordre, d'individus en civil non identifiés et présentés par l'opposition comme des hommes de main du pouvoir. Le ministre Sidiki Kaba s'est inscrit en faux contre les versions laissant entendre que l'entière responsabilité de tous les faits, des morts, des blessés, sont le fait du gouvernement du Sénégal. Mais il n'a pas écarté l'éventualité que des policiers ou des gendarmes aient isolément violé la loi. Il a toutefois assuré qu'il n'y aura pas d'impunité pour eux si les faits sont établis. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU reste consterné vendredi par la résurgence des violences au Darfour Ouest entre les tribus al-Massalites et les tribus arabes. Il a réclamé l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente sur ces événements. Le Haut Commissariat fait état d'un bilan de 87 morts, de plus de 191 blessés et de milliers de personnes forcées de fuir leur logement dans la résurgence des violences au Darfour Ouest. Le porte-parole du Haut Commissariat s'est dit également perturbé par le progrès très lent pour trouver les responsables de ces violences et celles qui ont précédé, en dépit des appels répétés des victimes et de leurs familles. Selon Martha Hurtado, la porte-parole du Haut Commissariat, le 5 avril au soir, les rues d'El Geneina, capitale du Darfour Ouest, étaient jonchées de dizaines de corps, y compris de femmes et d'enfants. Les autorités ont une nouvelle fois manqué de mettre fin aux affrontements malgré la présence robuste de forces de sécurité dans la ville même, et l'ONU appelle les autorités à jouer pleinement leur rôle de protéger les populations sans discrimination, a-t-elle ajouté. Un hôpital et un site de l'ONU ont été endommagés. Le Haut Commissariat a appelé au désarmement des tribus responsables des violences. L'ONU reconnaît toutefois que les autorités ont pris des mesures pour contenir la situation et elle a salué l'engagement du gouvernement à s'attaquer aux racines de la violence et en particulier les querelles liées au foncier, au pâturage et à l'accès à l'eau. En janvier, 2 semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine MINUAD au Darfour, des affrontements similaires avaient fait plus de 200 morts, la plupart au Darfour Ouest. Le conflit a éclaté dans cette région en 2003 entre des forces du régime de l'ex-président Omar El-Béchir, destitué en avril 2019 sous la pression de la rue, et des membres de minorités ethniques s'estimant marginalisés. L'historien français Vincent Duclercq a remis vendredi une copie de son rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994 au président Paul Kagame à Kigali, 27 ans jour pour jour après le début du génocide qui a fait plus de 800 000 morts, majoritairement des Tutsis. Vincent Duclercq, le président de la commission ayant travaillé durant 2 ans sur le rôle de la France dans le génocide au Rwanda, a remis une copie du rapport au président rwandais Paul Kagame lors d'une visite à Kigali. Kagame et Duclercq ont discuté pendant 1 heure des conclusions du rapport. Le président français Emmanuel Macron avait reçu le 26 mars le rapport de 2 années d'analyse d'archives qui a estimé que la France portait des responsabilités lourdes et accablantes dans la tragédie. L'historien a rappelé le constat dressé par le rapport des responsabilités de la France qui n'a rien compris, qui n'a pas mesuré la gravité de son action au Rwanda et qui a contribué au processus génocidaire sans le savoir. Et ce qu'on établit dans le rapport, c'est une responsabilité écrasante et c'est précisément ce que savent Paul Kagame et les Rwandais. Mercredi, lors des cérémonies de commémoration du 27e anniversaire du génocide, le président Kagame avait salué les conclusions du rapport, le qualifiant d'important pas en avant. Ce génocide a fait plus de 800 morts selon l'ONU, essentiellement des Tutsis exterminés entre avril et juillet 1994. De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent
Vincent Biruta s'est également félicité vendredi du rapport du clerc qui va apporter quelque chose d'important sur la compréhension du passé selon lui. Paris a annoncé mercredi l'ouverture au grand public d'importantes archives, notamment celles de l'ancien président socialiste François Mitterrand au pouvoir à l'époque du génocide. L'attaque contre Palma dans le nord-est du Mozambique, tournant dans les violences infligées par les groupes armés djihadistes depuis 2017, inquiète l'Afrique australe sur les risques d'instabilité sécuritaire pour la région. Les chefs d'État de la région étaient en conclave à cet effet. Au Mozambique, le 24 mars dernier, un raid sanglant et minutieusement préparé a endeuillé Palma, ville portuaire de 75 000 habitants, à seulement quelques kilomètres du méga projet gazier du groupe français Total. Officiellement, des dizaines de civils, policiers et militaires ont été tués. Le bilan réel n'est pas encore connu. 6 présidents de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis en urgence jeudi à Maputo. Ils ont appelé à une réponse régionale proportionnée. Ces attaques désespérantes et sans discrimination contre la population civile n'ont pas seulement causé la perte de beaucoup de vies innocentes, mais ont aussi aggravé la crise humanitaire, en particulier en ce qui concerne les besoins de base comme l'accès à la nourriture, à l'eau et à un toit pour les populations affectées. Notre force SADC doit être réactivée et dotée immédiatement des capacités lui permettant d'intervenir. Selon les participants, une équipe technique sera immédiatement déployée à Maputo, mais aucun détail n'a été fourni sur sa composition et sa mission. Les dirigeants du Mozambique, du Malawi, de la Tanzanie, du Botswana, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe ont participé au sommet. Cette semaine, les 16 membres de la communauté de développement de l'Afrique australe ont condamné l'attaque de Palma, la qualifiant d'affront à la paix et à la sécurité du Mozambique, de la région et au-delà. Selon plusieurs analystes, la sécurité régionale est désormais en jeu, tout comme l'avenir du projet gazier de plusieurs milliards d'euros opéré par Total, le plus gros investissement sur le continent africain. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.